France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. Nous allons parler du Mercosur et de la colère agricole qui gronde cette semaine encore. Mais pour commencer, un point géopolitique. L'Europe est complètement chamboulée par les grandes manœuvres de Donald Trump à travers le monde qui remet profondément en cause l'ordre mondial d'après-guerre. Et nous avons le plaisir d'être à Bruxelles aujourd'hui au siège de la Commission européenne en compagnie de Hadja Labib. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous Camaret. avez été précédemment ministre des Affaires étrangères de la Belgique, du Parti réformateur qui correspond au centre, au groupe Renew en Europe si on préfère. Vous avez été aussi ancienne présentatrice vedette de la télévision belge et aujourd'hui commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. Alors c'est un peu dire que l'époque n'est pas à la coopération et que par contre l'Union européenne réagit sans cesse à des crises nouvelles. Mon rôle, c'est anticiper les crises, qu'elles soient provoquées par des catastrophes naturelles ou par des guerres ou par des attaques cyber, etc. Et je vais vous donner un très bon exemple de réaction aussi, puisque vous avez parlé de réaction. Le drame qui s'est déroulé à Crans-Montana tout récemment, malheureusement le 1er janvier, restera bien sûr ancré dans les mémoires suisses, mais aussi dans la nôtre, puisque nous avons été appelés, la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, il faut le rappeler, qui ne fait pas partie non plus de notre mécanisme de protection civile, a activé ce mécanisme de solidarité et nous avons immédiatement répondu présent en envoyant 2 experts sur le terrain et en contribuant à l'évacuation rapide de 39 blessés graves qui ont ainsi pu être distribués dans différents pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, avec le concours, par exemple, de la Roumanie, aussi de Luxembourg. Tout ça, c'est la solidarité européenne en action, en situation de crise. Parce que je rappelle que vous étiez d'ailleurs présente à la cérémonie d'hommage aux victimes à Crans-Montana. Madame la commissaire, comme toutes les semaines, nous nous penchons sur quelques infos européennes qui ont fait l'actualité. C'est l'Europe en bref, proposée par Oyana Almandoz. Donald Trump ne cesse de répéter sa volonté de s'emparer du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. En réaction, le Danemark et certains États membres, dont la France et l'Allemagne, renforcent leur présence militaire sur ce territoire autonome danois. Le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, hausse le ton. Le Groenland ne veut pas faire partie des États-Unis. Nous choisissons le Groenland tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire comme faisant partie de la communauté du Royaume du Danemark. En Iran, la répression des manifestations par le régime au pouvoir a déjà causé des milliers de morts et plus de 10 000 arrestations. Madrid, Berlin, Paris et d'autres États membres ont convoqué les ambassadeurs iraniens pour demander le respect de la liberté d'expression. Initialement jugée trop timide par certains dans la condamnation de cette répression, l'UE dit néanmoins travailler sur de nouvelles sanctions contre Téhéran. Une force militaire européenne de 100 000 hommes, c'est ce que préconise le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, pour protéger le continent. Nous faisons face à 2 défis. La menace russe et le redéploiement des troupes américaines dans la région Indo-Pacifique. Les États-Unis nous demandent officiellement d'assurer nous-mêmes la défense de l'Europe. Nous ne pouvons qu'être d'accord. L'idée d'armée européenne n'est pas nouvelle, mais jusqu'à présent, les 27 l'ont rejetée par peur de perte de leur souveraineté militaire ou de doublons avec le commandement de l'OTAN. Hadja Labib, votre collègue à la Défense, l'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius, parle de la création d'une force militaire européenne permanente de 100 000 hommes pour remplacer les forces américaines. Est-ce qu'on est, nous, en Europe, suffisamment préparés à la guerre ? Alors, il est bien que nous constituions cette force militaire, mais rappelez-vous la pandémie. Si nous ne sommes pas capables d'arrêter un virus, que peuvent faire 100 000 militaire ou le meilleur armement. Et donc, il convient d'avoir une approche globale. Aujourd'hui, les crises sont multiples, elles ont des effets en cascade et c'est aussi une des leçons apprises de la pandémie de Covid-19. C'était un virus
qui a immobilisé la planète entière, rappelez-vous, qui a entraîné des problèmes de transport, de communication, d'éducation. On a découvert le présentiel et le non présentiel. Tout cela a provoqué d'abord mon poste, c'est-à-dire un commissaire à l'état de préparation, donc d'anticipation des crises. Et nous avons d'ailleurs produit une stratégie. La gestion des crises, ce n'est pas une question d'experts. C'est une question qui concerne tous les acteurs, à commencer par les citoyens. Donc, si nous sommes préparés avec des kits de survie de 72 heures, que nous avons 72 heures pour les Français, que nous avons proposé, même s'il n'y a pas un kit valable pour les 27, évidemment, ça dépend où on habite. Alors, ces kits de survie, ils sont admis. Ils sont répandus déjà et acceptés, considérés comme normal dans des pays comme la Suède, comme la Finlande, comme le Danemark. Dans d'autres pays, c'est plus difficile. La France, par exemple. La France, par exemple, ou d'autres, peut-être la Belgique aussi, ou l'Espagne, où ça a provoqué certaines questions. On m'a demandé, est-ce que vous n'avez pas peur de semer la panique ? Moi, je dirais plutôt le contraire. Plus nous sommes préparés, et plus nous dormirons tranquilles, parce que nous pourrons faire face à, par exemple, une fermeture pendant quelques heures de toute alimentation énergétique, par exemple, un blackout, comme il s'est passé, d'ailleurs, il s'en est passé en Espagne. Parlons justement de l'Ukraine. Les frappes se multiplient aussi contre les infrastructures. On parlait d'électricité en plein hiver sur des millions de foyers affectés. C'est une crise majeure, une tentative de démoralisation des civils, là en l'occurrence, par les Russes ? Oui, c'est une stratégie très claire qui est poursuivie par les Russes, qui enfreint d'ailleurs les règles du droit de la guerre. Il y a des règles à respecter. On ne vise pas les infrastructures vitales, les infrastructures civiles en temps de guerre, même en temps de guerre. Et évidemment, l'objectif, c'est de mettre à genoux la population. À l'heure où nous nous parlons, il fait à peu près moins 15 degrés en Ukraine, à Kiev particulièrement, où des citoyens, des familles entières doivent loger dans des trains, parce que les trains sont alimentés en énergie, et entre autres grâce à des générateurs que l'Union européenne leur fournit. Depuis le début de la guerre, nous avons fourni à peu près 9500 générateurs à l'Ukraine pour lui permettre justement de survivre. Alors, depuis 2022, nous avons contribué à peu près à hauteur de 1,25 milliard d'euros pour aider l'Ukraine, et nous allons continuer. Donald Trump a pris un peu tout le monde de court. Autre dossier, au Venezuela, après la capture du président Maduro, il vise clairement le pétrole, ne s'en cache pas d'ailleurs, et laisse en place sa vice-présidente, pourtant chaviste. L'Union européenne, qui se veut la championne du respect de l'intégrité territoriale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle semble pas très audible dans ce dossier. Non, à quoi je pense, c'est les générations qui nous précèdent et nous-mêmes qui avons considéré pendant des décennies, vous savez, les États-Unis incarnaient cette force pour la liberté, pour la défense de la démocratie. Et évidemment, il y a beaucoup d'amertume aujourd'hui. D'un autre côté, ce qui se passe au Venezuela est très inquiétant. Ce n'est pas que Maduro avait une légitimité démocratique, certainement pas, mais c'est la manière. Parce qu'effectivement, le droit international, la Charte des Nations Unies est remise en question. Et donc c'est toute l'architecture finalement à laquelle les États-Unis ont largement contribué, celle d'après-guerre, celle qui visait à ce qu'il n'y ait plus jamais de guerre, à établir une paix durable qui est remise en question. Donc moi je dirais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Vénézuéliens et le dernier mot. Vous savez, j'étais en Colombie il y a quelques semaines où j'ai rencontré énormément de Vénézuéliens. Il faut savoir que les Vénézuéliens, aujourd'hui, c'est le premier groupe de réfugiés au monde. En Europe, c'est le deuxième groupe de demandeurs d'asile après les Afghans. Donc ça montre l'ampleur de la crise. Et en tant que commissaire en charge de l'aide humanitaire, c'est eux qui m'intéresse, c'est réduire la crise. Nous contribuons à l'aide humanitaire aux Vénézuéliens, aux pays aussi limitrophes qui accueillent beaucoup de réfugiés, mais aussi en Europe, je viens de le dire, il y en a beaucoup en Espagne, entre autres. Donc c'est une crise qui nous concerne tous.
Et ce qui m'inquiète, c'est le régime, d'abord, qui est toujours en place, et comment, finalement, le droit à l'autodétermination des peuples sera garanti. Alors, parlons aussi de l'Iran. Là encore, on sent les Européens très gênés aux entournures. Certaines craignent un basculement dans le chaos, d'autres doutent que l'insurrection réussisse à se débarrasser du système totalitaire, d'autres encore ne veulent pas apparaître comme les alliés des États-Unis et d'Israël dans ce dossier. Alors, on dit et on fait quoi en Europe exactement sur ce dossier ? Alors, beaucoup de chancelleries ont demandé aux ambassadeurs, les ont conviés pour demander des explications. C'était la même chose au niveau européen. Nous envisageons des sanctions. Nous en avons déjà pris beaucoup, entre autres contre les corps de la révolution islamique. Et bien sûr, nous sommes à l'écoute du peuple iranien. De nouveau, ici, ce qui nous importe, c'est que le premier et le dernier mot reviennent au peuple iranien. Cette révolution, elle est partie du bazar. Elle part aussi d'une crise économique, d'une inflation auquel les gens ne savent plus faire face. Et il y a une fatigue, évidemment, du régime qui étouffe les libertés fondamentales. Vous vous souviendrez certainement de la révolte qui est née après la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille qui avait mal mis son voile et qui était arrêtée par la police des mœurs et qui en a perdu la vie malheureusement. C'était un mouvement qui impliquait beaucoup les femmes et les jeunes. Ici, on est face à un mouvement beaucoup plus populaire, qui est beaucoup plus large. Il y a un ras-le-bol général. En même temps, toutes les régions ne sont pas concernées, et même, je dirais, tous les quartiers de Téhéran. Donc il faut être extrêmement prudent. De nouveau, respecter le droit à l'autodétermination des peuples, écouter ce que les Iraniens veulent, les soutenir. J'entends que Donald Trump dit que l'aide est en route. Nous, en tout cas, nous serons auprès des Iraniens dans l'aide humanitaire, évidemment, s'il y a une situation de crise qui se présente. Et nous aidons déjà, d'ailleurs, les Afghans, les réfugiés afghans qui ont été chassés par millions, vous le savez, d'Iran et beaucoup par la force. Le grand dossier qui affole les Européens en ce moment, c'est le Groenland, territoire autonome du Danemark, un pays qui appartient bien sûr à l'Union européenne et à l'OTAN. Donald Trump répète que les États-Unis auront l'île d'une manière ou d'une autre, je cite, « Si nous ne le prenons pas, la Russie ou la Chine le fera ». De son côté, le Groenland assure qu'il va intensifier ses efforts pour que sa défense soit assurée dans le cadre de l'OTAN et l'Union européenne dans tout ça. L'Union européenne soutient le Danemark, est en empathie et en solidarité avec le peuple groenlandais, qui s'est exprimé très clairement il y a quelques mois. 85% d'entre eux ont dit qu'ils ne voulaient pas faire partie des États-Unis. Le Premier ministre groenlandais s'est exprimé aussi. Il a dit que son pays n'était pas à vendre, qu'il s'il devait choisir entre les États-Unis et le Danemark, il choisirait clairement le Danemark, l'Union européenne et l'OTAN. Et puis on est face aussi à une situation extrêmement complexe, avec une menace qui pèse sur un pays qui est membre de l'OTAN, aussi des citoyens groenlandais qui sont citoyens de l'Union européenne. Et donc, oui, c'est une situation sans précédent. Il faut être à l'écoute aussi du Groenland et éviter la surenchère, maintenir l'architecture qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix. Alors, parlons d'un territoire sur lequel l'Union européenne contribue beaucoup, Gaza, qu'il ne faut pas oublier. Le montant total de l'aide financière humanitaire de l'équipe Europe au territoire palestinien occupé, c'est 1,6 milliard d'euros, États membres et Commission européenne compris, depuis le 7 octobre 2023. Donc, c'est un chiffre impressionnant, mais 37 organisations sont bloquées à l'issue d'une nouvelle réglementation. L'aide humanitaire doit parvenir sans entrave. C'est une obligation aussi qui incombe à l'État israélien, la puissance occupante. C'est une obligation inscrite dans les conventions de Genève dont Israël est partie prenante. C'est aussi le message qui a été adressé à plusieurs reprises par l'ensemble des 27 États membres. Parce que si nous sommes parfois pas tout à fait sur la même ligne quand il s'agit de ce conflit au Moyen-Orient, par contre, l'accès à l'aide humanitaire, nous sommes tous alignés, nous sommes tous sur la même page. Vous savez qu'il y a eu un cessez-le-feu qui a été conclu.
nous en sommes ravis, mais d'un autre côté, l'aide humanitaire, qui était un des premiers points du plan qui était signé, à savoir laisser à peu près 600 camions entrer par jour, nous en sommes très très loin. Il y a à peu près 250 camions qui entrent par jour à Gaza. C'est largement insuffisant. La crise humanitaire continue à s'aggraver. Vous savez, je me suis rendue moi-même à la porte de Rafah, avec l'Égypte en fait, le point d'entrée qui devrait permettre point de passage de l'aide humanitaire de l'Égypte vers Gaza. Cette porte est malheureusement fermée. Et on assiste à une situation assez, kafkaïenne. J'ai visité des hôpitaux à Rafah où il y a des Palestiniens qui sont bloqués et qui ne demandent qu'une chose, rentrer chez eux. Israël doit respecter ses obligations. Vous êtes en charge de l'égalité et donc du soutien aux minorités. Elles sont de plus en plus stigmatisées dans certains États membres, on sent bien, sur les réseaux sociaux aussi, sous l'influence ultra-conservatrice du Trumpisme, entre autres. Vous allez lancer un grand plan contre le racisme, ces grandes lignes. On a interrogé les citoyens européens. 2/3 d'entre eux nous disent clairement que dans leur pays, le racisme est présent de façon très large, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie. 47% des citoyens européens d'origine africaine occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs qualifications. Ils sont sous-employés. Nous avons dès lors décidé de déployer une stratégie qui s'attaque finalement à ce qu'on appelle le racisme structurel. Il y a cette tendance qui nous vient d'outre-Atlantique, ce parfum de régression de droits que l'on pensait acquis, et il y a aussi cette nécessité de lutter contre le racisme qui reste largement répandu, et donc ça porte atteinte à la cohésion sociale. Merci Adja Labib d'avoir été notre invité à la Commission européenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous poursuivons au Parlement européen sur la question du Mercosur et de la colère agricole. C'est tout de suite le débat. Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles, où les eurodéputés sont aux premières loges des manifestations d'agriculteurs organisées depuis des semaines devant le Parlement place du Luxembourg. Les éleveurs de toute l'Europe protestent contre l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique du Sud. Un accord en discussion depuis 25 ans qui prévoit la suppression de 90% des droits de douane entre les deux continents, créant un immense marché de 700 millions de consommateurs. Oui, et si cette zone de libre-échange va profiter à l'industrie européenne et notamment les secteurs automobiles, pharmaceutiques, chimiques, les agriculteurs de l'Union s'inquiètent, eux, des importations de bœuf du Mercosur, de volailles, mais aussi de sucre, des denrées sud-américaines qui ne sont pas produites selon les mêmes normes sanitaires et environnementales que celles de l'Union européenne. Parmi les 27, la France, l'Irlande, la Hongrie, la Pologne et l'Autriche ont d'ailleurs voté contre ce traité, mais n'ont pas réussi à former la fameuse minorité de blocage. Alors pour débattre de cet accord avec le Mercosur, 2 eurodéputés. Nous accueillons Jérémy Deserle, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe Renew, le groupe centriste au Parlement européen, et je précise que vous êtes éleveur de profession. En un mot, Jérémy Deserle, comment vous qualifiez cet accord ? Vieux, injuste, et puis je pense triste aussi, pour l'agriculture européenne en tout cas. Javier Moreno Sanchez, espagnol, membre du groupe des sociodémocrates. Vous, comment vous le décriveriez, ce traité de libre-échange, brièvement ? D'abord, c'est un accord beaucoup plus large qu'un accord commercial. C'est un accord stratégique avec un partenaire stratégique dans une situation géopolitique et géoéconomique très délicate où Trump veut imposer sa loi et nous, on négocie. Lui monte les tarifs, nous, on les descend. Alors, écoutons d'ailleurs ce qu'en pense la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se réjouit du vote de cet accord de libre-échange au niveau des 27. Today's Council decision marks a historic day. Cette décision du Conseil européen marque un jour historique. L'Europe envoie un signal fort.
nous nous engageons pour nos priorités. Cet accord de libre-échange va générer de la croissance économique, des opportunités et de la prospérité pour les citoyens et les entreprises européennes. Nous sommes en train de créer la plus grande zone de libre-échange du monde, avec un marché de 700 millions de consommateurs. Monsieur de Serle, est-ce que vous admettez que cet accord de libre-échange peut être positif pour de nombreux secteurs économiques et même, j'ai envie de dire, même dans le secteur agricole, il y a des producteurs de vin et de fromage qui se réjouissent plutôt? Moi, j'admets que le commerce international et les échanges avec d'ailleurs n'importe quelle zone du monde peuvent apporter une part de bénéfice. Par contre, pour que le bénéfice soit bon, il ne faut pas qu'on mette à mal ou qu'on affaiblisse un certain nombre de secteurs. Et je parlais de justice ou d'accord juste tout à l'heure dans mes propos. En fait, là, c'est pas juste pour l'agriculture européenne. Donc, encore une fois, les agriculteurs, ce qu'ils viennent dire, c'est pas qu'ils veulent plus de commerce, c'est qu'ils veulent un commerce juste. Et dans la mesure où en Europe, on a choisi d'avoir l'agriculture la plus belle du monde, ce qui est un objectif formidable, eh bien, on devrait s'assurer de mieux la protéger. Et ce n'est pas le cas avec cet accord. Alors, Javier Moreno-Sanchez, on a entendu Ursula von der Leyen parler d'accord historique, mais selon les prévisions, ce traité de libre-échange devrait rapporter à l'Union européenne en 2040 une croissance de 0,05% du PIB européen. Ça en vaut vraiment la peine? Comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'aspect économique, c'est important qu'on ait des relations avec des pays avec qui on partage les valeurs, spécialement dans la situation dans laquelle on se trouve. Moi, je pense que le Mercosur est un peu le bouc émissaire pour le mal-être qu'expriment les agriculteurs. Et notre but, c'est de faire comprendre aux agriculteurs que ce n'est pas une menace, mais une opportunité. Par exemple, mes agriculteurs espagnols, la plupart sont très favorables parce qu'ils voient des possibilités d'exportation et ils sont très actifs. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes qu'en France, je respecte tout à fait ce qui se passe, mais je pense qu'on doit plutôt voir comment on doit gérer, comment on doit redéfinir la politique agricole commune et la politique de chacun de nos pays auprès de ces paysans qui ont ce mal-être, mais pas prendre le Mercosur comme un bouc émissaire. Vous entendez ce qui est dit, des opportunités, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs des quotas d'importation qui sont très très faibles, moins de 2% pour la production totale européenne, par exemple pour la bœuf, les volailles, le sucre, etc. C'est des faibles quantités. On voit mal comment ça pourrait à ce point déséquilibrer les marchés, mettre en difficulté les agriculteurs européens. Justement, je crois qu'il faut faire attention. Les agriculteurs qui sont dans la rue, d'ailleurs, qui ne sont pas que français, et même s'il y a une majorité d'agriculteurs espagnols, et je pense qu'on peut faire le calcul, qui sont favorables à ça, il y en a aussi des Espagnols, des Italiens, des Allemands qui étaient dans la rue le 18 décembre et qui seront aussi à Strasbourg dans quelques jours pour manifester aussi leur colère. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas tant les quantités de produits qui arriveraient sur notre territoire. C'est la qualité et la manière dont ils sont produits. On ne peut pas dire, encore une fois, aux agricultrices et aux agriculteurs européens, faites de cette manière parce que c'est mieux pour les consommateurs et les citoyens et parce que ça respecte aussi nos ambitions sur la lutte contre le changement climatique ou sur l'écologie en général, mais par contre, on ne s'interdit pas d'importer des produits qui ne respectent pas ça. Peu importe s'il y a 1 kilo de viande ou 100 kilos, si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas produite dans les conditions dans lesquelles nous imposons ces normes-là à nos agriculteurs. Vous n'êtes pas d'accord, bon. Je vous vois hocher la tête. Non, parce que la viande qui ne respecte pas ces normes, elle ne le rentre pas. En ce moment, par exemple, c'est pas vrai. En ce moment, par exemple, en ce moment, à Bruxelles, c'est impossible de trouver de la viande brésilienne. En ce moment, c'est très difficile. C'est impossible parce qu'elle n'est pas arrivée. Non, elle est interdite. Mais il y a beaucoup de populisme avec ça. Comment elle est interdite comment? Dites-moi comment. Au port d'Amsterdam, où elle arrive, c'est à nous, aux autorités portuaires, de stopper. Mais ceci dit, il y a beaucoup de populisme avec tout ça. Alexandre, Caroline, Jérémy, combien de steaks canadiens avez-vous mangé depuis 9 ans? Aucun. Voilà.
Pourquoi? Parce que pourtant, il y a 9 ans, il y avait la grande polémique on allait avoir une invasion de bœuf canadien. Mais invasion. Mais c'est du populisme repris par l'extrême droite. Sur la qualité, est-ce que le bœuf importé d'Amérique du Sud non, parce qu'il aura les contrôles sanitaires et phytosanitaires qui ont lieu déjà maintenant et qui seront renforcés parce qu'on aura un cadre institutionnel qui force... il le faut avant le cadre, il n'existe pas là. Ils sont déjà contrôlés. C'est déjà contrôlé et ça sera encore plus. Moi, je veux bien, mais apportez-moi des preuves. Il n'y a pas de preuves que les produits... Allez trouver à Bruxelles, allez dans les supermarchés. Donc, ça veut dire que les agriculteurs qui se battent contre ça sont des nazes, en fait, parce que du coup, ils disent que des bêtises. Si c'était fait, bien évidemment, les agriculteurs il y a beaucoup de mensonges. Il y aura les contrôles, il y a des contingents. Ça veut dire que je mens. Et que les agriculteurs mentent aussi. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des mensonges. Les produits... Pourquoi les Brésiliens ne veulent pas de réciprocité? Parce qu'ils veulent pouvoir vendre, avoir accès à notre marché. Peut-être qu'il n'y en arrivera pas beaucoup, et je suis d'accord que c'est minime. Mais ils veulent avoir accès à notre marché sans respecter nos normes. C'est ça la vérité. D'abord, elles sont respectées. Et puis entre une vache dans la pampa argentine et une vache en Autriche dans une cage, je pense que les moyens de production sont beaucoup plus pour le bien-être des animaux. Vous voulez qu'on regarde les feedlots sud-américains? Arrêtez de comparer. Vous êtes allé en Argentine, moi oui. Je suis allé au Brésil, j'ai fait 6 mois au Brésil sur une exploitation agricole. Alors, posons un peu le débat et parlons effectivement de réciprocité des normes de production sanitaire, environnementale, puisque dans ce débat, certains États membres de l'Union européenne, comme la France, demandent ce qu'on appelle des mesures miroirs, c'est-à-dire d'aligner les normes du Mercosur sur celles de l'Union européenne. On va écouter sur ce point une ONG environnementale française sur ces mesures miroirs. Si l'Europe appliquait véritablement ses propres normes environnementales et sanitaires à toutes ses importations, on sait très bien qu'une grande majorité des produits du Mercosur ne pourraient plus rentrer sur le marché européen. Et c'est pour ça qu'on a de nombreux politiques qui bricolent, mais qui ne souhaitent pas véritablement mettre en place ces mesures miroirs. Un pilier essentiel d'un commerce plus juste et plus équitable. Alors on bricole et finalement ces mesures miroirs n'existent pas, en tout cas pas dans cet accord-là. Ça a peut-être existé dans l'accord du CETA. Il suffit de lire dans l'accord, c'est écrit, hein. Donc c'est aussi clair que ça. C'est de la mauvaise foi. Alors il faut dire aux agriculteurs, arrêtez de manifester, il n'y a aucun risque. C'est vrai que les agriculteurs sont bêtes à ce point-là. D'un autre côté, je suis d'accord et j'ai compris le malaise et ça. Mais ce n'est pas un accord agricole, je suis désolé. Comment? C'est pas un accord agricole. Alors fallait sortir l'agriculture. C'est beaucoup plus large que ça, d'accord? Alors l'agriculture est une partie. C'est ce que les agriculteurs demandent. Mais ça offre des possibilités à nos PME, à nos entreprises, même à nos agriculteurs. Mes agriculteurs, ils sont en train d'attendre de pouvoir exporter. Interviewer des agriculteurs espagnols et on verra. Et puis les produits sensibles sont protégés par ce qu'on appelle les indications géographiques, le Bordeaux, tout ça. Et les appellations d'origine protégée. Mais ça, c'est très important. C'est très important. Et je vais vous donner une anecdote. Le gruyère, qui est d'origine suisse, d'une petite région suisse, les Suisses ne l'ont pas protégé. Ce n'est pas une indication géographique. Et dans la liste des 63 produits français, c'est écrit gruyère. C'est très bien, mais ce n'est pas pour ça que ça rend l'accord acceptable. Les agriculteurs sont protégés. Il faut arrêter de dire qu'ils ne sont pas protégés. On a fait les clauses de sauvegarde. C'est bien, mais on ne va pas tomber d'accord. Jérémy Desserres, sur ces mesures miroirs, cet alignement des normes, vous dites que le compte n'y est pas. Bien évidemment, le compte n'y est pas. Et pourquoi les pays du Mercosur ne veulent pas entendre parler de cette réciprocité? Concrètement, vous êtes éleveur bovin. Quelle est la différence entre du bœuf brésilien et du bœuf français? On va être très clair sur la traçabilité. Un veau en Europe, quand il naît, dans les 10 jours après sa naissance, il doit être muni d'une carte d'identité qui permet de tracer, de savoir les différentes exploitations dans lesquelles il est passé avant de se retrouver dans l'assiette du consommateur. Au Brésil, il n'y a pas ça. En Argentine, il n'y a pas ça. Et après, sur les traitements qui sont donnés, faits aux animaux, il y a des hormones activateurs de croissance qui sont utilisées, en tout cas qui ne sont pas interdits. Je n'ai pas dit que toute la viande qui allait rentrer sera toute mauvaise.
Je dis juste qu'elle ne respecte pas les conditions de production qui sont imposées à nos éleveurs. Alors, vous n'êtes pas d'accord. Politiquement, quand même, j'ai envie de dire, la France, grand pays agricole, que vous connaissez bien, M. Moreno Sanchez, l'Irlande, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, qui ont voté contre, mais finalement, on passe outre. Il y a une majorité pour voter pour. Donc, eh bien, la Commission décide de mettre tout en branle. Est-ce que ça, c'est de nature aussi à générer certaines frustrations en Europe ou pas ? Oui, il y a certaines voix même au Parlement européen qui disent ça va trop vite. De toute façon, nous, on va devoir voter. Tôt ou tard, on va devoir voter. Ce qui n'empêche pas que l'accord entrera provisoirement en fonction. On devra le dire oui ou non. Si on dit non, là, ça remet tout en question. Mais bon, pour le moment... Et politiquement, il peut y avoir une majorité au Parlement européen pour cet accord ? Je pense que oui. Et vous pensez qu'il est bloquable au Parlement européen dans un vote ? J'espère qu'on pourra le bloquer, oui, forcément, on n'aura pas le même avis. Moi, je suis sûr de rien. Je suis sûr qu'on va être nombreux à se battre pour aller convaincre les parlementaires de déjà saisir la Cour de justice européenne pour remettre en cause le fameux mécanisme de rééquilibrage. Je ne vais pas me lancer dans une explication complexe, mais par contre, voilà ce que le Parlement peut encore faire. Et puis, au moment du vote, qui aura peut-être lieu au printemps, peut-être avant, le Parlement, sur le texte, sur son entièreté, le Parlement devra aussi s'exprimer. J'espère qu'il se reposera à cet accord. Javier Moreno Sanchez, on voit bien qu'il y a la colère agricole qui gronde en ce moment, mais en même temps, vous avez mentionné des objectifs géopolitiques très importants à atteindre à travers cet accord, et notamment parce que Trump nous mène une guerre commerciale, donc on voit bien que la Commission a accéléré et qu'elle considère aussi l'Amérique latine, on l'a bien vu avec l'aventure vénézuélienne, comme son précaré. Ça, ce sont deux choses qui pèsent beaucoup. Tout à fait. Comme j'ai dit, alors que Trump nous met des tarifs à grande échelle, nous, on négocie pour les enlever et permettre à nos entreprises, à nos PME, mais aussi à nos agriculteurs, je tiens à le souligner, de pouvoir exporter. Et sinon géopolitiquement, l'Europe, on va disparaître. On va disparaître. On ne peut plus commercer avec les États-Unis. Avec Poutine, ce n'est pas possible. Les Chinois, c'est compliqué. Et en plus, les Chinois, ils vont prendre les marchés qu'on ne prendra pas nous. Donc, il faut qu'on survive. Surtout avec une population. Il y a l'effet aussi démographique. Parce qu'on a une population qui a tendance à stagner, alors qu'il y a des marchés qui s'ouvrent. L'Amérique latine est en pleine croissance démographique et on peut exporter nos produits là-bas. Jérémy De Serle, vous l'admettez, il y a des priorités, des urgences pour l'Union européenne sur le plan géopolitique, sur le plan commercial, avec l'agressivité commerciale de Donald Trump et également de la Chine. Et il faut faire des concessions, peut-être même sur l'agriculture, en développant ces accords de libre-échange. Moi, sur la partie géopolitique, je ne suis pas un spécialiste. Mais si on veut qu'il y ait un gain géopolitique dans un accord commercial ou dans une relation commerciale telle que celle sur laquelle on veut aller avec le Mercosur, il me semble qu'il faut exporter dans le pays avec lequel on choisit de faire le partenariat une partie de son identité politique. Et là, je crois que vu ce qui se passe avec l'agriculture, avec l'environnement dans les pays d'Amérique du Sud, on est plutôt en train de remettre en cause nos ambitions ou notre identité politique qui est quand même basée, il me semble, un petit peu sur l'agriculture. On n'a pas fait non plus le Green Deal pour rien, on a une ambition environnementale. Il se trouve que notre ambition environnementale et climatique, elle est quand même bien lointaine de celle de l'Amérique du Sud. Donc si on n'exporte pas notre identité politique, c'est bien, on est implanté là-bas, mais on n'est pas implanté politiquement, on est implanté commercialement, puis peut-être avec... Je l'avoue, peuvent être intéressantes, mais attention... mais Trump, on est en train de se renier. Je trouve qu'on rogne, en tout cas, une partie de notre identité politique, et pas la plus mauvaise. J'aimerais revenir sur l'environnement, justement. Est-ce que vous pensez vraiment que sans accord, ça va être plus facile que... À l'époque Bolsonaro, c'est vrai que
que si on lui dit on ne fait pas d'accord avec toi, il va dire j'arrête d'enlever des arbres. Non, justement, on a un cadre institutionnel dans lequel on a des négociations, on leur dit t'es mon partenaire, maintenant tu arrêtes de faire de la déforestation et au moins tu as un moyen de pression. Si tu n'as pas d'accord, on dira qu'est-ce que tu me racontes? Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré aujourd'hui ce débat consacré au Mercosur. On voit bien qu'il n'est pas terminé, ce débat. Il va se poursuivre tout au long du mois de janvier et de l'année 2026. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.